D'accord, ben bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et les invités sont également là ou ils sont pas, c'est pas, ou c'est pas encore ouvert? Si, Si, ben si. voilà, tout le monde est ouvert. Très bien, Et ben je écoutez, pense que d'autres gens vont se parfait. connecter. Très bien, très bien, En très bien. cours. OK. Eh bien, bonjour à tous. Welcome to all of you for this webinar of our webinar series of the. Bonjour à tous pour cette série de webinaires de RehaBridge Africa. Ce qui aujourd'hui on fait un focus sur le développement économique en Afrique pour les femmes. Avant de passer au contenu de ce webinaire, juste quelques informations de services et bonnes pratiques pour les visioconférences. Vous avez deux langues disponibles avec traduction simultanée en anglais et en français. Donc, si vous voulez écouter français ou anglais, vous pouvez le faire à travers l'icône d'interprétation qui est en bas à droite sur votre navigateur Zoom. Vous choisissez là-bas la langue que vous voulez écouter. Ce webinaire sera enregistré, ce qui veut dire que vous pourrez revoir le webinaire plus tard si vous le souhaitez ou si vous souhaitez le partager avec des collègues. Vous devez être d'accord avec l'enregistrement et si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, vous devez éteindre votre caméra. Je vous prie de éteindre votre micro et votre vidéo quand vous ne parlez pas ou quand vous ne souhaitez pas poser des questions. Et vous pouvez, quand vous posez une question, allumer votre micro et votre caméra. Vous pouvez également mettre vos questions dans le chat. Et si vous souhaitez poser une question, vous levez la main ou vous l'écrivez dans le chat. Cela dit, nous allons maintenant commencer avec notre webinaire. Donc, avant de passer aux panélistes pour aujourd'hui, et je vais vous les présenter, nous avons juste quelques questions simples à vous demander avant de commencer. Et la question est, pensez-vous que les femmes sont assez présentes au sein des projets économiques de développement en Afrique? Vous avez dû recevoir en onglet de choix. Il y a plusieurs choix disponibles. Il y a un pop-up qui a dû s'ouvrir sur votre écran. Il y a 6 propositions. Tout à haut, oui, je le pense. Ensuite, oui, je le pense, mais il y a des améliorations. Je ne sais pas. Non, elle devrait être plus présente. Non. Et je ne pense pas que le genre soit important sur ce sujet. Je vous invite à répondre à la question avant de passer aux panélistes. J'espère que tout le monde a pris le temps pour voter. Parfait, très Mm. bien. Donc, la majorité des votants a dit que les femmes devraient être plus présentes dans les projets de développement, avec 65%. On a 4% qui pensent que, elles sont déjà assez présentes. 26% pensent qu'elles sont présentes, mais qu'il y a encore des améliorations à faire. 4% ne sait pas. Et enfin, 4% ne pensent pas qu'elles sont assez présentes ou pensent que ce n'est pas important, que le genre n'est pas une question importante dans ce domaine. Et pendant que je parlais, la réponse, elle devrait être plus présente à de moins en moins de votants et c'est plutôt, oui, elles sont assez présentes, mais il y a OK. des améliorations. Excuse me, Sarah, est-ce que tu peux afficher le camembert ou les résultats ou pas? Can Je pense you? que tu dois le voir si tu cliques sur sondage en bas de la fenêtre, à côté de la euh, discussion. yeah. Ou, Ah, non. OK, sondage. So, yeah. So I hope that all of you see the results. So you have just to click on the sondage. J'espère que puissiez tous voir, que vous pouvez tous voir le résultat du sondage sur votre écran. Donc, cela
donne la base pour notre discussion, étant donné que apparemment la plupart d'entre vous, 92%, pensent que les femmes sont ou pas présentes, mais il faudrait améliorer de toute manière la situation et elles devraient avoir un rôle plus important dans le développement économique africain. Juste pour information, nous avons maintenant la discussion avec les panélistes et à la fin de notre webinaire, nous allons poser la question à nouveau pour voir si votre opinion a changé à travers cette conversation d'aujourd'hui. Donc, avant de passer à la discussion, j'aimerais juste vous rappeler ce que Rea Bridge Africa est. Ça, c'est un projet qui a été lancé par le président du Conseil, de la part du Conseil présidentiel pour l'Afrique sur ce sujet, financé par les MEAE et implémenté par Business France, par le Bureau des Affaires étrangères, Anima, pour l'année 2021 et l'année 2022. L'idée, c'est de tisser des liens entre le réseau, entre 16 réseaux REA à travers une plateforme d'échange pour faire du networking et de la formation à travers les différents réseaux. Peut-être, Sarah, si vous souhaitez faire un commentaire sur cela, parce que c'est plus votre sujet. On va revenir sur les prochains rendez-vous à la fin du webinaire, mais juste une petite annonce, on va lancer la deuxième cohorte de mentorat par la diaspora. Et pour ça, on recherche des mentors de la diaspora. Donc, les têtes de réseau de nos REA vont proposer des entrepreneurs qui sont prêts pour l'internationalisation. Et on cherche des mentors de la diaspora qui souhaitent accompagner des entrepreneurs dans ce projet d'internationalisation. Donc, des personnes qui ont une expérience en Europe et en Afrique. Donc, comme vous pouvez le comprendre, c'est l'une des activités clés de ce projet pour aider à accompagner des entrepreneurs à l'international grâce au mentoring, au mentorat. Et donc, il y a un appel à candidature pour une nouvelle cohorte de mentors. Donc, sur ce webinaire de développement économique, et ce n'est pas le premier de nos webinaires, c'est un parmi dans une série. L'idée, c'est de sélectionner des sujets d'intérêt comme celui d'aujourd'hui et de proposer une discussion autour de ce sujet pour vous donner de perspectives et vous aider à aller plus en détail dans ce sujet. Donc, vous avez dû recevoir un message que le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube Anima ainsi que sur la chaîne YouTube REA Bridge Africa, qu'on trouve assez facilement sur YouTube, sur Google, etc. Okay. Voilà, Très bien. Après ces messages de service, ces petits teasers, nous passons au notre sujet, les femmes au centre de projet de développement économique en Afrique. Aujourd'hui, nous avons 3 panélistes. On peut peut-être passer à 4 panélistes, pardon, à la slide. Cindy Mzamo du CGBW, Afrique du Sud, qui parlera dans quelques minutes. Ensuite, Suginoma Zainatou Sore du Nigeria. Ensuite, nous avons Jean-Claude Ngendandumwen, j'espère l'avoir prononcé pas trop mal, on va dire. Pardon si je fais quelques erreurs. Et ensuite, Seynabou Thiam. Donc, aujourd'hui, le sujet, pourquoi est-il important
Comme nous le voyons, nous avons 24 personnes africaines qui sont engagées dans des actions économiques. Avec 24% des Africaines en âge d'accepter un emploi sont impliquées dans la création d'entreprises et 58 de ceux qui travaillent à leur compte en Afrique sont des femmes. Donc, il y a déjà un rôle dans l'économie des pays africains. Cela dit, l'accès au financement est compliqué. Il est probablement difficile en général, mais encore plus difficile pour les femmes. Donc, cela nous donne le cadre de la discussion d'aujourd'hui. Donc maintenant, j'aimerais laisser la parole à notre première panéliste. Nous avons 4 présentations par les panélistes qui ont été présentés. Chacune de ces présentations sera d'environ 10 minutes. Je vous demande donc d'essayer de respecter le temps imparti, 10 minutes pour chacun d'entre vous, parce que après cela, nous avons une session de questions-réponses avec tous les participants. Pendant la présentation, vous pouvez évidemment poser des questions à travers le chat et après la présentation, vous aurez l'opportunité de poser des questions directement si vous le souhaitez en levant la main. Fainatou, ça c'est pour vous, juste une question très rapide pour présenter votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire votre projet, les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment et pourquoi vous pensez que les femmes devraient tirer parti de par ce projet. Zainatou, je vous passe la parole. Oui, bonjour Philippe pour cette présentation. Comme vous avez très justement dit, je suis part d'un projet financé par le ministère français des Affaires étrangères et le projet est un projet FSP, comme on dit en français, et pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Le projet a été créé grâce au docteur Sonia Darachi qui est en ligne avec nous, qui travaille dans le conseil pour l'agriculture de l'ambassade française ici au Nigeria, et qui aide les pays autour du Nigeria également pour essayer de mettre les femmes au centre de ce projet parce que, comme nous le regardons, l'Afrique a le nombre le plus élevé de femmes entrepreneurs par rapport à d'autres parties du monde. Et quand on regarde aux statistiques, par contre, des femmes qui sont détentrices et qui sont patrons d'entreprises agroalimentaires et sur la base des études que nous avons également fait, moins de 20% des femmes sont employées dans certaines des études que nous avons faites dans les entreprises. Donc, c'est critique pour, comme vous pouvez le voir, pour les femmes qui sont entrepreneurs. On ne voit pas des traces dans les entreprises formelles. Nous avons décidé avec l'FSP, avec soutien à l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agroalimentaire en Afrique, nous avons décidé d'aller voir des femmes dans les zones rurales et périurbaines et les accompagner et les aider à développer leur entreprise agroalimentaire. Donc, ce projet a 2 composantes principales quand on parle de donner le pouvoir aux femmes. Le premier, c'est de former les femmes pour améliorer leur production et leur processus de production de biens et de récoltes, les différentes récoltes avec lesquelles elles travaillent. Et le deuxième aspect, c'est de créer une génération de femmes champions
qui pourront ensuite sensibiliser les femmes dans leur communauté sur les denrées alimentaires saines, développement du business, intérêts financiers et comptabilité de base pour le business, y incluant le marketing, évidemment. La troisième composante serait de renforcer le réseau de femmes dans ces zones rurales et périurbaines de façon à pouvoir tirer parti complètement de chaque action de sensibilisation et chaque politique qui mette la femme au centre et de développer davantage leur business. Une fois que nous avons commencé à implémenter le projet, nous nous assurons d'inclure l'aspect politique et d'avoir le soutien du gouvernement là où nous travaillons. Le projet SWIN est implémenté à Kaduna et au Nigeria. Avec cela, nous avons pu former environ 300 femmes en différents états de développement, de l'état de base jusqu'au niveau avancé. Comme je le disais encore une fois, business marketing, augmenter leur standard de qualité, leadership également. Et de ces 300 femmes, nous avons sélectionné 50 agents, champions, qui allons former 1 millier de femmes en plus dans leur communauté. Et nous avons été très impressionnés par le niveau d'engagement et de soutien que nous avons également vu de la part de l'État pour s'assurer que les femmes soient visibles. Donc, il y avait un besoin économique, mais il y a eu un progrès au niveau de la communauté également. Et nous avons eu la ferme intention de inclure les femmes et leur développement dans les processus de l'État. Et spécialement, vous le voyez dans l'État de Ohio, où beaucoup de femmes ont déjà enregistré pas mal d'entreprises et on va voir comment on peut les accompagner davantage. Il y a des projets qui vont arriver, mais pour aller à l'essentiel, j'aimerais dire une chose. Il est important de regarder aux femmes dans ce secteur parce qu'elles contribuent énormément au développement de leur communauté et non seulement en prenant soin de la famille, mais également avec l'aspect économique. Donc, il faut aider ces femmes. Il est essentiel de commencer une discussion avec les femmes sur la base de ce dont elles ont besoin et de ne pas penser, nous, à ce dont elles pourraient avoir besoin, mais de les interviewer et de leur demander. Il faut vraiment comprendre où il y a des gaps, des manques. Et c'est pour ça que nous avons fait une étude. Encore une fois, nous avons fait la formation dans les langues locales à Kaduna et sur l'autre site, de façon à ce que les femmes soient complètement à l'aise et qu'elles puissent comprendre parfaitement tous les éléments de ces formations, de façon à pouvoir ensuite passer ces enseignements à leur communauté. Je pense que mes 10 minutes sont terminées, mais je reste à votre disposition pour toute question sur ce projet et également sur les actions de sensibilisation au Nigeria. Merci. Merci beaucoup, Zainatou, pour cette présentation si intéressante et également pour avoir respecté le temps de parole. Et on va maintenant aller du Nigeria et Burkina jusqu'au Rwanda avec Jean-Claude. Donc, Sarah, est-ce que tu peux donner la parole à l'intervenant? On a également quelques questions pour lancer votre présentation. Vous travaillez du coup au Rwanda depuis des années dans l'implémentation de projets et l'accompagnement l'accompagnement à cette implémentation de projets au Rwanda.
Donc, du coup, la question qu'on se posait par rapport à votre travail, c'est si vous avez assisté à une évolution dans la place accordée aux femmes au cours des années dans ces projets de développement. Et quelle est votre vision de ces projets de développement et de leur réalité terrain? Donc, on a déjà un peu parlé de la réalité terrain avec Zaina, mais étant spécialiste d'un autre pays, je pense que vous pouvez aussi apporter vos éléments. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Zara. Bonjour à tout le monde. Merci aussi de la question. C'est vrai que depuis un certain temps, on remarque cette évolution timide, mais on le remarque. Au Rwanda, comme presque partout en Afrique, nous avons une société, bien sûr, qui est caractérisée par une structure sociale patriarcale, où s'observent des relations d'inégalité entre hommes et femmes. Et ça, ce n'est pas seulement pour le Rwanda. Mais depuis très longtemps, ces inégalités n'ont jamais été perçues comme injustes, mais tout simplement comme une façon de respecter les normes sociales préétablies, ou même certains n'hésitent pas à aller trop loin pour dire que même Dieu l'a voulu ainsi, et depuis la création, que l'homme n'a jamais été égal à la femme. Ils disent, Dieu a créé l'homme et de l'homme est venue la femme. Donc, logiquement, la femme doit nécessairement se soumettre à l'homme. Non seulement on remarque ces inégalités de traitement et de considération entre hommes et femmes, entre garçons et filles, mais également s'ajoutent des violences de tout genre dont la femme et la fille sont victimes. Et ces inégalités sociales et économiques s'observent presque partout dans les pays. Ce n'est pas seulement pour les pays africains. Ces inégalités s'observent dans pas mal de pays et ça se remarque presque à tous les niveaux, que ce soit du niveau individuel et au niveau structurel. Si nous lisons les différents rapports de la Banque mondiale, qui ne datent pas d'ailleurs de très longtemps, ces rapports souvent pointent du doigt certaines inégalités qui se manifestent sous plusieurs formes selon les régions. Et souvent, on trouve que pour un travail égal, les hommes, plutôt les femmes, sont moins payées que les hommes. Les femmes sont sous-représentées dans des hautes instances de prise de décision, parce que bien sûr, c'est très bien payant. Mais pourtant, on trouve les femmes qui se retrouvent majoritaires dans les postes de travail qui sont très moins payants. Les statistiques sont là. Dans beaucoup de pays, les hommes sont susceptibles de posséder la terre, de la gérer et de l'exploiter à leur guise. Souvent, les femmes ont très peu d'influence dans la prise de grandes décisions au niveau de leur foyer. Souvent, ils ne peuvent même pas décider de comment utiliser l'argent qu'ils ont gagné. Ça, c'est une sorte de forme de manifestation de ces inégalités. Mais depuis un certain temps, grâce au travail de lobby, de plaidoyer, de conscientisation à tous les niveaux, du national à l'international, on remarque que les choses changent de plus en plus. Progressivement, beaucoup de pays font d'efforts pour lutter contre ces inégalités. Les pays mettent en place des lois, des programmes et votent bien sûr des budgets pour réduire ces inégalités et lourdes dépendances et augmenter les capacités de la femme à son autonomisation sociale, économique et politique. Au Rwanda, juste après le génocide de 1994 contre les Tutsis qui avait emporté plus d'1 million de vies humaines, on se retrouve devant beaucoup de femmes qui sont chefs de ménage, soit parce qu'ils ont été victimes du génocide, sont des veuves victimes du génocide, ou tout simplement parce que leurs maris sont en prison parce qu'ils ont commis le génocide. Toutes ces femmes étaient seules et devraient nourrir leur foyer.
Le gouvernement rwandais a déployé beaucoup d'efforts, non seulement pour promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, mais également pour augmenter et renforcer les capacités de la femme à pouvoir faire face à ce contexte qui était hostile. Déjà une année après, en 1995, le Rwanda a ratifié les accords de Beijing, je pense que vous les connaissez tous, qui sont en rapport avec les droits de la femme. Ceci a été suivi par d'autres programmes et d'autres grandes décisions, telles que l'instauration d'un ministère spécifique qui était appelé MIGEPROF, ministère du genre et de la promotion féminine, ayant dans ses attributions la promotion de l'égalité du genre. De nombreux programmes pour promouvoir l'éducation des filles ont été introduits. La loi sur la succession et l'héritage ont été revus pour permettre aux filles d'hériter de leur père. Jusque-là, seuls les enfants garçons pouvaient hériter. La modification de la loi foncière a également suivi pour permettre aux conjoints de posséder à part égale la terre, 50%, 50%. En 2008, lors de la 63e Assemblée générale des Nations unies, le président rwandais Paul Kagame a dit que le Rwanda a choisi de faire la politique de la promotion du genre, puisque c'est le vecteur du développement. Et depuis lors, la prise en compte de l'aspect genre devient incontournable dans tous les aspects de la vie nationale, que ce soit au niveau du secteur public, privé et même de la société civile. Au niveau institutionnel, la plupart des organisations de la société civile ont dû revoir certains instruments juridiques et autres outils de gestion comme les statuts d'organisation, le manuel administratif, le statut du personnel, le règlement d'ordre intérieur, pour justement intégrer cette prise en compte de l'aspect genre. Et pour s'adapter à ce nouveau contexte au Rwanda, les organisations, nous avons mis en place la politique genre, ce qu'on appelle gender policy, pour montrer en détail comment l'aspect genre va être mis en œuvre à tous les niveaux de la vie d'organisation. Actuellement, dans presque tous les projets que nous élaborons, si quelqu'un ne justifie pas clairement comment les femmes vont bénéficier du projet, il est très probable qu'on reçoit un financement. Cela est devenu une exigence pour tous les bailleurs de fonds. Il y a une émergence de beaucoup de programmes et d'organisations nationales, internationales, qui s'occupent spécifiquement de la femme dans beaucoup de secteurs de développement, surtout la femme rurale à faible revenu. Bien sûr que les besoins sont nombreux et que le chemin à parcourir reste encore long. Et ici, je vais juste, les exemples sont très peu nombreux et l'impact est palpable, mais je vais seulement me limiter à vous donner comment certaines organisations de la société civile contribuent à ce renforcement des capacités de la femme. Je vais juste vous partager un petit exemple des femmes qui font le petit commerce transfrontalier entre le Rwanda et les pays limitrophes. Une organisation qui s'appelle Profam, dont bien sûr le CSOIB est membre d'honneur, encadre plus de 10 000 femmes qui font le petit commerce transfrontalier entre le Rwanda, les pays limitrophes, mais principalement avec la RD Congo. Elles ont été regroupées dans des coopératives et ont été connectés à une autre institution de microfinance appelée de Terimbere, aussi membre du CSOIB, pour avoir accès au crédit, au petit crédit. Ils font le petit commerce de vente des légumes, des fruits, du maïs frais et de l'arachide. Le fait d'être regroupés dans des coopératives leur permet d'acquérir des formations sur l'entrepreneuriat féminin, l'épargne, la gestion des coopératives, le leadership, mais également cela leur offre une sécurité et une protection contre les violences et autres abus dont elles étaient souvent victimes lorsqu'elles traversent les frontières. Maintenant, elles sont beaucoup plus
identifiables et reconnus par les autorités de tous côtés des frontières. Juste l'année passée, ces femmes ont reçu de l'ambassade des Pays-Bas et du Trademark East Africa un appui financier de 476 millions de francs rwandais pour renforcer leur petit commerce. Actuellement, certaines de ces coopératives ont déjà monté de petites usines fabriquant des produits qu'elles exportent même en dehors du pays et donnent de l'emploi aux hommes. Ceux qui vendaient les fruits ont actuellement de petites usines de fabrication du jus. Celles qui vendaient du maïs ont monté des petites usines de transformation du maïs, qui font la farine de maïs. Et ceux qui vendaient les arachides, maintenant, ils peuvent faire du beurre. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que toutes ces petites usines ont déjà reçu de Rwanda Bureau of Standards en SMAC qui leur permettent d'exporter leurs produits dans des pays étrangers, mais aussi fournir les grands supermarchés du Rwanda. Bien sûr, dans ces jours qui viennent, je vais également les visiter pour discuter avec eux et avec elles pour voir quel est l'impact réel de ces activités qu'ils mènent aujourd'hui. Peut-être le plus de détails viendra après. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est également une présentation très intéressante. J'aurai une ou deux questions pour vous, mais tout à l'heure, quand on va passer aux questions. Sans transition, on va passer à notre troisième intervenante. Et après celle-ci, on fera une petite pause avant de terminer par la dernière présentation pour permettre les questions-réponses sur les trois premières présentations. So now we'll move to South Africa with Et maintenant, on va donc donner la parole à Cindy Zambo, qui est très, très connue. Donc, j'imagine que là, vraiment, son mot à dire depuis si on considère son rôle. Oui, oui, en effet, c'est ça, c'est vrai. Alors, donc, vous allez nous parler du Circle of Global Business Women. Oui, merci beaucoup et bienvenue à tous mes collègues qui se trouvent en Afrique du Sud et dans le monde entier. Alors, notre cercle a été fondé afin de mettre ensemble les femmes dans le continent, dans le monde entier, et pour faire en sorte que les femmes puissent se rassembler. Et un aspect est le suivant. J'ai beaucoup travaillé et voyagé avant de fonder ce cercle. Et le cercle existe parce qu'on voulait que les femmes africaines puissent vraiment être opérationnelles dans le monde entier, parce que l'Afrique est un marché global et la France est un marché global. Et donc, merci beaucoup aussi à l'ambassade de France, aux ambassades de France en Afrique qui nous ont beaucoup aidé pour réaliser notre rêve. Et maintenant, je vais passer à nos piliers qui est donc le leadership, l'innovation, le développement de capacités et l'empowerment. Une autre chose est très importante pour notre cercle. Les femmes doivent se rassembler pour faire en sorte qu'elles puissent avoir plus de pouvoir. Alors, si on analyse les opportunités de commerce de l'Afrique, l'Afrique est leader dans l'entrepreneuriat des femmes, mais elle représente un pourcentage trop bas. Dans le continent, maintenant, on parle de accords commerciaux pour l'Afrique, comme de la circulation, donc de commerce. Et cela est très important pour nous parce que nous avons vraiment des excellences. Le 15 août,
ce pas a été très important, donc on parle de cet accord. Et maintenant, donc, on parle de d'où on va aller, de comment on peut développer notre marché, de notre stratégie. Maintenant, comment sommes-nous articulés? Le problème est l'accès au financement dans notre continent. Mais si on analyse les défis auxquels il faut faire face, par exemple, Zaina a dû faire face à des défis dans le domaine agricole. Les femmes jouent un rôle très important dans le domaine de l'agriculture, mais il faut faire en sorte que les femmes puissent être des entrepreneurs de faire monter des agro-business. Il faut renforcer donc et donner plus de pouvoir aux femmes. Bridge Africa joue un rôle très important parce que cela donne aux femmes la possibilité de jouer un rôle dans l'économie en Afrique. Et comment est-il possible de le faire? À travers, par exemple, des programmes de formation. On travaille avec le Kenya, le Nigeria, le Ghana. Et donc, ce cercle de femmes donne la possibilité de partager des expériences, d'identifier des opportunités, de travailler ensemble. Mais ce qui est très important et clé est que Rea Bridge met les femmes vraiment au centre de l'économie. On parle de développement de femmes dans le continent africain. Si on pense à la présidence de l'Afrique du Sud, la présidence a approuvé 40% d'allocations de ressources publiques pour les femmes, de contrats publics pour les femmes. Et maintenant, le Kenya a fait la même chose parce que le Kenya a alloué 30% pour les femmes. Et il y a de plus en plus de pays qui suivent le même exemple. Cela veut dire qu'il faut avoir plus d'activités dans le continent et plus de pays qui suivent ces initiatives. Donc, on voit aussi le soutien de la présidence et on travaille avec le secteur privé en général pour donner plus d'opportunités, pour faire en sorte que les femmes puissent participer. C'est un très, très bon modèle qui devra être utilisé aussi ailleurs, dans d'autres pays. Alors, maintenant, je ne veux pas vraiment parler trop longtemps. J'aimerais vous parler du Forum africain qui rassemble des chefs d'État. Il y a eu beaucoup de présidents dans le continent. C'est donc et le cercle des femmes peut donc travailler avec des personnalités très importantes dans la paix. Et il faut faire en sorte que les femmes puissent être actives dans tous les pays membres à travers l'agro-business et aussi dans d'autres secteurs. Maintenant, si on pense aux projets qui impliquent des femmes, on se rend compte que la question du genre est de plus en plus importante aussi pour la Banque mondiale parce que je représente la Banque mondiale en Afrique joue un rôle très important. Et en particulier le commerce et les femmes dans le commerce. Mais dans l'accord commercial, on a vu que les femmes, pour l'instant, ne sont pas vraiment en première ligne. Et donc, il faut faire en sorte que les femmes aient accès à des opportunités et jouent un rôle. Même les personnes qui écrivent cet accord doivent penser à l'aspect des femmes du genre.
pour mettre les femmes au centre du développement du continent. Maintenant, si on pense au spin-off, si les femmes sont au centre de l'économie, il y aurait beaucoup d'opportunités d'investissement, beaucoup de postes qui seraient créés parce que les femmes travaillent en Afrique et il y aurait d'opportunités qui seraient disponibles aussi pour les coopératives, pour les petites et moyennes entreprises. Mais pour terminer mon discours, l'année passée, j'ai été invitée à participer à l'Africa Ambition Summit. Donc, c'était un sommet en France et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités éminentes et j'ai vu qu'il y a vraiment de choses importantes qui se passent. Mais la chose la plus importante est mettre les femmes au centre du développement. Le gouvernement de l'Afrique du Sud, par exemple, nous soutient énormément. Et les femmes doivent donc jouer un rôle, prendre une position éminente et centrale dans le marché, grâce aussi aux agences de développement. On appelle ces agences SOI qui sont responsables de donner, de fournir des formations, des investissements, l'attraction d'investissements et avec donc des programmes pour les femmes en Afrique du Sud. Et je peux dire qu'on est en train de faire un parcours graduel et les femmes donc vont jouer un rôle de plus en plus important. Et aussi grâce à l'accord commercial. Merci beaucoup. J'espère que j'ai respecté le temps de parole, mais en tout cas, j'aimerais remercier le gouvernement français pour le soutien à notre réseau, au cercle, parce qu'on a commencé à travailler à l'intérieur de ce cercle, mais on a vraiment pu bénéficier du soutien de l'ambassade de France. Merci aussi beaucoup aux universités qui ont pu bénéficier de ce programme. Et moi aussi, par exemple, je parle avec des compétences parce que j'ai pu apprendre des compétences grâce à l'université. Et donc, il faut vraiment être connecté et créer un réseau avec les femmes dans le monde entier. Le cercle sera aussi lancé ailleurs dans le continent africain. Merci. Philippe parle, mais on ne l'entend pas. Merci beaucoup. Oui, pardon. Je voulais juste remercier Cindy, mais j'aimerais que Cindy finisse son discours. On va vous donner votre 5 secondes pour terminer en français parce qu'on a... Merci beaucoup, Cindy. Thank you very much. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'apprends le français également. Merci à Alliance France pour les leçons. Merci beaucoup. Merci Cindy, c'est la beauté de ce webinaire. Il faut passer du français à l'anglais au français. Nous ouvrons maintenant la discussion. Nous avons une première question de la part de Dolinda Meki. La question est comment soutenir les femmes dans le processus de développement des capacités des étudiants jusqu'à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une question pour tous les panélistes. Cindy, Jean-Claude ou Lainato. Zaina, peut-être? Oui, merci beaucoup pour cette question. Il y a une composante du projet que je n'ai pas mis en lumière parce que c'était intégré
pour les hommes et les femmes, mais c'est à propos de comment contribuer à l'amélioration de son propre CV, son propre curriculum, avec la formation toujours dans l'agroalimentaire et vers l'entrepreneuriat, dans les écoles, dans les collèges, dans les centres pour l'emploi au Nigeria et en Afrique. L'idée est de transmettre l'expertise des écoles techniques pour l'agriculture en France et les transférer au Nigeria pour créer des programmes novateurs et de nouveaux programmes scolaires. Pour répondre directement à cette question, comment soutenir les femmes, comme on le fait toujours, il faut vraiment avoir l'intention précisément de amener les femmes dans ce secteur, sur ce sujet, et également voir la valeur ajoutée en termes de création d'une carrière pour les femmes. Et il faut également comprendre que l'agriculture en tant que business, je parle d'agriculture parce que je suis dans le secteur d'agriculture, mais on pourrait appliquer ce processus à beaucoup de carrières et beaucoup de sujets différents. Il faut montrer que les femmes ont été entrepreneurs et les femmes peuvent être également des managers. Quand on donne cette confiance aux femmes et on leur explique qu'elles ont déjà ce qu'il faut et on s'assure que les politiques sur lesquelles on fait de la sensibilisation soient reçues, soient comprises, il y aura un résultat positif dans le support, dans le soutien des femmes vers l'entrepreneuriat. Il est important de faire mention également de nous ne parlons pas de baisser les standards de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à des programmes sur l'agriculture. Ce n'est pas cela dont on parle. Il faut maintenir les mêmes standards, le même niveau requis aux hommes parce que les femmes sont parfaitement capables d'arriver à ce niveau. Il faut juste les pousser et leur donner confiance en elles-mêmes, leur faire savoir qu'elles ont la capacité de faire cela. Voilà de quoi on parle ici. On ne parle pas de baisser le niveau, on parle de les pousser au même niveau que les hommes. Merci beaucoup. Très bonne réponse, Zaina. Donc, il y a une autre question dans le chat. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez également lever la main, votre main virtuelle, on va dire, ou écrire votre question dans le chat comme vous le préférez. Y a-t-il d'autres questions? Et pendant que je vous laisse penser à votre prochaine question, j'en ai une, peut-être à Jean-Claude, mais aux autres également. Jean-Claude, vous avez parlé de ce que le gouvernement fait à implémenter en termes de règlements, de lois et de manière juridique, légale pour aplanir le terrain et pour donner plus d'accès aux femmes et pour favoriser l'accès aux femmes à l'économie ou au business, qui est évidemment un aspect, un pas très important. Vous avez également dit que les racines de cette inégalité que nous avons sont culturelles pour la plupart et pas seulement en Afrique, dans beaucoup d'autres parties du monde, commençant par la France et l'Europe. Mais il y a un cadre culturel qui explique cette différence. Est-ce que vous pensez ou vous voyez une évolution culturelle grâce aux mesures prises par le gouvernement dans votre pays, par exemple, ou dans d'autres pays? Vous voyez une évolution dans la perception culturelle du rôle des femmes? C'est en train de changer? Que le contexte évolue et ça évolue très vite, plus qu'on ne le croyait. Parce que c'est vrai, il ne suffit pas tout simplement de mettre des lois, des standards, mais il faut aussi que what we call mindset of people change. Parce que, comme on le disait, ces inégalités n'étaient pas vues pas comme quelque chose d'injuste, mais que c'est une loi naturelle qui est là
qu'il faut juste laisser les choses continuer comme c'était, puis les hommes étaient très confortables avec. Et souvent, les femmes non plus, les femmes aussi, certaines femmes pensent que c'est pas juste de demander que la femme soit égale à l'homme parce que c'est impossible. C'est vrai, il y a ces outils juridiques qu'il faut mettre en place, mais il y a un très grand travail de conscientisation, d'éducation qui est fait par la société civile, juste pour dénoncer ces inégalités, ces injustices, et souvent ces violences qui sont faites aux femmes. C'est vrai que il faut qu'il y ait ces outils juridiques qui soient en place, mais ces outils ne suffisent pas parce que c'est quelque chose qui travaille sur les consciences des gens. Il faut une éducation en accompagnement. Mais ici au Rwanda, quand la loi est là, on met en place des mécanismes de suivi pour que cette loi doit être suivie scrupuleusement. Non seulement on a mis des lois, mais il y a aussi des structures, des institutions qui ont été mises en place pour l'accompagnement, la mise en œuvre de ces lois. On a parlé du ministère du genre, qui est le MIGEPROF, mais aussi il y a le Gender Monitoring Office, qui est un office qui est indépendant et qui fait le suivi, le monitoring de la mise en œuvre de l'application de ce gender policy dans toutes les structures, que ce soit au niveau des institutions publiques, privées, même de la société civile. Comment est-ce que tout le monde est en train de mettre en place cette politique d'égalité, de complémentarité genre. Et actuellement, on voit qu'il y a quand même des fruits parce que on a remarqué que il n'y a rien de spécial pour les hommes, pour les garçons. Les femmes sont compétents, très compétents. Quand ils ont été donnés des postes de responsabilité, on voit que souvent, ils font mieux que les hommes. Et cela fait que il y a aussi, ça augmente un peu de confiance. Et puis, il y a aussi des organisations de la société civile qui continuent à faire le lobby et le plaidoyer pour que cela puisse être une réalité. Puis, c'est vrai que les femmes, avant, n'avaient pas assez de skills, de techniques d'éducation pour pouvoir être compétitives. Il y avait des mesures d'exclusion positive où les femmes étaient beaucoup plus privilégiées par rapport aux hommes même. Ouais. Et cela, ça porte des fruits. Ça porte des fruits partout dans les secteurs où les femmes ont des postes de responsabilité. On voit quand même une différence. Merci beaucoup, Jean-Claude. Cindy, you raise your hand. Cindy, vous avez levé la main? Nous avons deux questions. Je propose qu'on passe à la dernière présentation avant de prendre ces questions, afin que Seynabou ait le temps de présenter. Oui. So Cindy, we will take your question after the... Cindy, on prend votre question après la dernière présentation qui va commencer maintenant. On a parlé du besoin de changer les structures, mais aussi la conscience des gens. On a aussi parlé de projets et Jean-Claude, tu as parlé de microcrédit. Et on avait évoqué l'accès au financement au tout début de ce webinaire. Donc, pour compléter cette présentation avec la question de l'accès au financement, je vais demander à Seynabou de présenter Women in Africa, qui a mis en place un programme de mentorat par la diaspora pour aider les femmes à trouver des investisseurs pour leurs projets. Donc, Seynabou, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Seynabou. Je vous parle depuis le Sénégal. Je suis très contente de vous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, vous excuserez un peu ma voix qui est un peu cassée. Elle est enrhumée. Elle est victime du changement climatique, je pense. Alors, nous, à Women in Africa, nous sommes depuis maintenant 6 ans
dans cet engagement des femmes, de la place des femmes dans les économies africaines. Alors, c'est quelque chose dont on est profondément convaincu et tous les intervenants qui sont passés avant moi ont donné des chiffres, ont donné des études. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus à justifier. Mais donc, nous sommes convaincus justement de la place de ces femmes dans les économies africaines et aussi on sait à quel point elles sont investies dans ces économies. Alors, c'est marrant parce que le sondage de départ, j'ai été assez surprise par rapport à la réponse la plus, qui a remporté le plus de voix. Moi, à Women in Africa, on est convaincu que les femmes occupent déjà une place dans cette économie. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'en fait, le retour en fait sur leur implication et leur engagement, enfin, le retour qu'elles ont en tout cas sur les transformations de leur vie est à hauteur en fait de leur implication. Et c'est là où en fait, nous, Women in Africa, on sait qu'il y a encore du travail à faire par rapport à comment on soutient ces femmes pour que leur action soit de plus en plus visible, pour que leur action soit de plus en plus efficace et pour que leur action retourne de plus en plus de manière pertinente à leur économie et pour les raisons pour lesquelles, en tout cas, elles s'engagent. Donc, nous sommes une plateforme qui appuyons, en fait, les femmes pour le développement économique de notre continent. Nous sommes une entreprise à impact et une fondation. Et donc, étant convaincus que les femmes sont cette colonne vertébrale vraiment de l'Afrique, on le sait, hein, dans tous les pays où on va aller en Afrique, les femmes sont massivement présentes dans nos économies. C'est elles qu'on voit en fait très tôt le matin dans les transports en commun. C'est elles qu'on voit massivement dans les maisons. C'est elles qu'on voit qui s'engagent dans l'éducation de leurs enfants. C'est elles qu'on voit qui s'engagent dans la santé de leurs enfants. En tout cas, beaucoup plus que nos amis les hommes, et ça aussi, ce sont des chiffres que par exemple l'AFBD nous donne. Les femmes sont capables de reverser jusqu'à 90% de leurs revenus en fait pour leur famille et leur communauté. Et aujourd'hui, en réglant peut-être cette question d'inégalité par rapport à l'investissement et donc par rapport au développement de leur entreprise, on pourrait en fait économiser plus de 95 milliards de dollars parce que c'est ce que coûtent en fait les inégalités de genre aujourd'hui en Afrique. C'est presque 6% du PIB du continent. Alors, comment nous travaillons? Nous sommes une fondation qui couvre les 54 pays en Afrique et nous travaillons avec des métiers qui nous sont propres parce que nous disons qu'en fait, en capacitant, en donnant les ressources nécessaires aux femmes et les ressources en fait qui leur ressemblent, dont elles ont besoin, parce que pendant longtemps, on a fait peut-être l'erreur de faire du bottom-up et aujourd'hui, on a compris qu'aujourd'hui, il faut d'abord écouter les communautés, les femmes, pour savoir d'abord ce dont elles ont besoin avant de leur proposer un accompagnement. Et aujourd'hui, on est convaincus, et je pense que la plupart aussi des speakers qui sont passés avant moi ont parlé beaucoup de formation, de compétences, etc. Donc, un des premiers métiers que nous avons, nous, à Women in Africa, c'est l'accompagnement à travers la formation. Donc, de la formation physique ou aussi digitale, puisque aussi le Covid nous a aussi montré qu'il fallait se réinventer, il fallait s'adapter, mais qu'il fallait ne surtout pas s'arrêter, il fallait continuer à avancer. Donc, la formation, c'est vraiment des piliers de notre activité. Et à travers, et ensuite, ce que nous faisons aussi, c'est beaucoup de communication. Alors, la communication à Women in Africa fait partie de notre ADN. Parce que pourquoi? Nous sommes aussi convaincus qu'en rendant de plus en plus visibles ces femmes à haut potentiel, ces rôles modèles, ces success stories, nous allons continuer à inspirer la jeune génération parce qu'aujourd'hui, la population africaine est extrêmement jeune et elle est composée de plus de 50% de femmes. Donc, il faut absolument continuer à inspirer ces femmes pour leur montrer qu'elles sont capables, elles peuvent faire et elles peuvent faire à des très hauts niveaux et essayer de montrer aussi de quelle manière les femmes qui sont passées avant elles, les pionnières, celles qui ont réussi à comment dire, dépasser le plafond de verre, comment elles ont fait et les inspirer à travers ça. Donc, la communication pour nous est très importante et aussi à travers la communication, nous créons beaucoup d'événements digitaux sur lesquels on essaie de créer des espaces de débat, d'échange
et nous créons des contenus qui permettent d'alimenter justement cette conversation sur la question, en fait, cette place des femmes dans nos économies africaines. Et bien sûr, la mise en réseau, parce qu'on ne peut pas parler de communauté sans mettre en réseau les femmes. Donc, nous faisons en sorte que des ponts se créent entre les femmes de plusieurs origines, de plusieurs niveaux de compétences, de plusieurs niveaux de responsabilité, pas seulement en Afrique, hein, partout dans le monde, parce qu'on est convaincu aussi que cette question de genre, elle est là, en fait, elle existe partout dans le monde avec des subtilités différentes en fonction des continents et des pays, mais il y a aussi de toute façon une notion, on va dire, globale sur laquelle on peut tous aussi et toutes discuter. Donc, à Women in Africa, à travers ces métiers, nous développons un certain nombre de programmes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais peut-être juste 2 ou 3 sur lesquels nous faisons un travail pour illustrer vraiment ce travail d'accompagnement. Alors, le premier programme, c'est ce programme signature qui est le programme We Are 54. Alors, pourquoi 54? Parce que nous accompagnons tout simplement chaque année une femme que nous sélectionnons dans chaque pays du continent pour faire des promotions de 54 femmes, parce que je vous ai parlé de nos métiers un de nos métiers qui est la mise en réseau. Et pour nous, c'est une façon de créer un réseau de 54 femmes africaines chaque année, des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs avec des projets, des entreprises à potentiel, et on les met en réseau pour qu'elles puissent échanger sur leurs bonnes pratiques, pour qu'elles puissent travailler ensemble, pour qu'elles puissent créer du business ensemble. On les accompagne aussi avec de la formation, on les accompagne aussi avec de la visibilité et on les accompagne aussi avec du mentorat. Alors, Sarah en a parlé dans ma présentation. Le mentorat aujourd'hui prend de plus en plus de la place à Women in Africa parce qu'on se rend compte aussi que les femmes, au-delà en fait de ces compétences, on va dire des hard skills, elles ont besoin d'un accompagnement soft skills, et le mentorat a l'intérêt justement d'amener du hard skills et du soft skills en même temps, en mettant en relation, en créant des pairs, des binômes en fait de personnes qui vont cheminer soit par rapport à une expertise en particulier, par rapport à un besoin en particulier, par rapport à une situation, par rapport à une stratégie en particulier. Et donc, on a lancé l'année dernière pour We Are 54 ce programme extrêmement ambitieux qui est celui de mentorer non pas 54 femmes, comme on a l'habitude de le faire chaque année, mais de mentorer 540 femmes en Afrique, donc en moyenne une dizaine de femmes dans chacun des pays. Donc, on a créé des pairs et la mission qu'on a donnée à chacune des pairs cette année, c'est de travailler sur comment ils peuvent présenter leurs entreprises et aller présenter cela devant des investisseurs pour lever des fonds. Alors, pourquoi on s'est embarqué dans cette folle aventure? Parce que tous les jours, on se demande, mais comment on a pu se lancer dans ça? Mais en même temps, on se dit, mais on a eu absolument raison de le faire. C'est que pendant toutes ces années, avec Women in Africa, dans ce programme que nous avons lancé il y a déjà 5 ans, nous avons bientôt reçu plus de 10 000 candidatures. C'est énorme. Mais en analysant en fait toutes ces candidatures reçues lors de nos appels à candidature, on se rend compte qu'il y a vraiment une problématique essentielle, et puisqu'on parle aussi d'accès à l'investissement et on ne comprend pas pourquoi les femmes ne continuent qu'à lever que 6% des fonds qui sont levés en Afrique, on se rend compte qu'en fait qu'elles ne sont pas préparées à aller faire cette levée de fonds et à présenter leurs projets. Et donc, nous sommes dit, pour notre premier programme de mentorat d'envergure, nous allons faire en sorte que ces 540 femmes aient les capacités et les outils pour aller présenter leurs projets devant des panels d'investisseurs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette première cohorte de mentorat sur lequel, en fait, à la fin, nous sélectionnons celles qui ont fait le travail le plus, en tout cas, concluant et qui ont le plus le potentiel de lever des fonds. Et nous allons organiser des pitch days devant des panels d'investisseurs pour leur donner la possibilité de pitcher leur projet et éventuellement lever des fonds.
Donc, je voulais juste faire ce spotlight-là sur ce programme en particulier, mais nous en avons beaucoup d'autres. Nous travaillons dans le coding avec WeACode pour apprendre aux jeunes filles à coder, pour aussi inspirer ces jeunes filles pour aller dans des métiers, des secteurs d'activité qu'on ne pense pas tout le temps destinés aux femmes ou aux filles. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est la recherche. Nous travaillons avec notamment le cabinet Roland Berger chaque année qui nous permet de publier des données sur la question du développement économique à travers les femmes sur le continent. Nous travaillons aussi sur des hubs, etc., etc. Mais vraiment, sur ce programme-là, sur l'accompagnement justement à l'investissement, c'est sur ce programme WIA 54 que nous déployons en tout cas le plus notre énergie. Et je vais juste finir par rapport à parce qu'aujourd'hui, Women in Africa est en tournant. Nous venons d'ailleurs cette année de lancer un programme extrêmement ambitieux avec la Fondation Coca-Cola qui va nous permettre d'aller accompagner 7000 femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Kenya. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas fait un travail considérable ces 5 dernières années et qu'on commence aujourd'hui à pouvoir amplifier notre impact avec des partenaires d'envergure qui nous soutiennent, qui nous donnent les moyens en tout cas d'accompagner beaucoup plus de femmes chaque année. Et aujourd'hui, on commence à avoir 5 ans plus tard l'analyse d'impact avec quelques success stories dont on est extrêmement fiers partout sur le continent. Je pense par exemple sur Madagascar où on a cette entreprise Pure Vanilla qui en fait emploie près de 50%, 82% de femmes, qui est une entreprise sur la vanille et qui fait partie des leaders de la vanille à Madagascar et qui s'engage aussi à payer 50% de plus ses employés par rapport au reste du marché. Et on voit en fait l'effet multiplicateur que ça peut avoir de soutenir des femmes comme celle-là qui en fait vont à leur tour soutenir d'autres femmes en mettant en place des approches de management inclusives et qui vont vraiment démultiplier cet effet de quand on soutient une femme, on soutient toute une communauté. Nous avons aussi des entreprises qui ont de belles trajectoires, des entreprises qui lèvent des fonds très rapidement, comme Black Mamba au Swaziland, comme Patria au Sénégal. Et aussi, on a des entreprises impliquées, engagées sur des questions fondamentales. Aujourd'hui, par exemple, concernant la santé publique, je pense notamment à Viviane au Nigeria, avec Medsaf, qui lutte contre les faux médicaments et qui a en fait vu son entreprise croître par 1200% entre 2017 et maintenant. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais c'était juste pour montrer qu'aujourd'hui, notre travail pour nous, c'est que ces exemples de success story se multiplient à travers les accompagnements que nous faisons et que nous proposons avec Women in Africa et que l'impact des femmes soit multiplié et qu'il soit beaucoup plus conséquent à la hauteur, bien sûr, de leur investissement aussi personnel. Merci. Merci beaucoup. Merci. On retrouve ce dont parlait Zaina de former 300 femmes qui, à leur tour, en forment 1000. Donc, c'est très intéressant. On se rejoint sur pas mal de thèmes. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Il y a une question assez précise sur les initiatives au Cameroun. Donc, rapidement, Women in Africa, il me semble, est présent au Cameroun. Oui, alors on est présent en fait sur les 54 pays. Aujourd'hui, le programme WIA 54 couvre les 54 pays et donc c'est ouvert à n'importe quelle femme qui vit, d'origine même aussi pour la diaspora, d'origine africaine, dès lors qu'en fait le programme, l'entreprise a un impact en Afrique. Donc bien sûr en Cameroun, nous avons des activités et en fait l'idée c'est que aussi à chaque fois que nous avons des nouveaux partenaires, de travailler de manière, on va dire, dispersée pour avoir une couverture globale sur ces programmes. Par exemple, avec le programme Coca-Cola, nous avons 10 pays à couvrir, mais nous faisons 3 pays par an. Et donc, moi, ce que je recommanderais justement, c'est de juste peut-être s'inscrire à notre newsletter parce que nous avons énormément de programmes que nous déployons tout le temps. Des fois, ce sont des programmes
pays, mais des fois, en fait, de manière par défaut, le programme WIA 54 couvre les 54 pays, bien sûr, donc le Cameroun. Très bien. And Cindy, is the cycle of, like, I will ask you 2 questions at once. Alors, j'ai aussi une autre question. Le cercle est-il présent au Cameroun? Et après, de quelle façon la Banque mondiale peut aider l'agriculture verticale? C'est une question pour Cindy Wa. Alors, notre cercle représente le Cameroun. On est au tout début parce qu'on est en train de collaborer avec la personne qui est responsable de le commerce entre Africains pour la Banque mondiale. Et hier, on a eu une rencontre avec l'Afrique, l'Union africaine et en particulier avec l'agence qui s'occupe de la mise en place de projets pour le commerce. Et donc, en particulier avec la division, le secteur, le département agriculture. Et comme vous le savez, l'Union africaine donne beaucoup d'importance à la résilience, à la nutrition. Ce que nous pouvons faire est je vous suggère de me contacter. Donc, la personne qui a posé la question peut me contacter et je peux donner plus de questions. Deuxième chose, je vois que la question a été posée par la présidence de Swaziland de notre organisation du Cercle. Donc, merci beaucoup pour la question. Oui, la Banque mondiale joue un rôle important, elle est impliquée parce que la Banque mondiale est intéressée à travailler avec les communautés et pour favoriser le renforcement de capacités. Et en ce qui concerne la question qui a été touchée par mon collègue du Rwanda, c'est très important, non pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier. Parce que l'année passée, en juillet, le président Macron parlait des inégalités, de la génération des inégalités et il a parlé du fait que les pays doivent vraiment faire face aux inégalités. De quel type d'inégalités on parle? Comment peut-on lutter contre ces inégalités? Mes collègues dans le continent africain devraient parler de cette lutte parce que c'est une lutte que nous pouvons gagner. Et à Paris, on a pris des engagements avec le président Macron. Et donc, il faut absolument respecter ces engagements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. Y a-t-il d'autres questions sur le chat? Donc, il y a une question de Laetitia Bissobetti, qui est CEO d'une entreprise d'informatique au Cameroun aussi. Qui demande quelles sont les dispositions financières existantes qui pourraient permettre à une entreprise comme la sienne de pérenniser son activité ou de la développer. Alors, ce n'est pas adressé à une personne en particulier. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Sarah, est-ce que tu peux juste reprendre la question, s'il te plaît? La question, c'est je l'ai perdu. Quelles dispositions financières existantes pourraient permettre à une entreprise comme la sienne, donc une entreprise d'informatique au Cameroun, de pérenniser son activité et même de la développer? Alors, je ne suis pas, comment dire, je vais répondre, ça va être une réponse, on va dire peut-être générique, parce que je ne connais pas de manière spécifique ce qui se passe, en tout cas au Cameroun, en termes comment dire, d'outils ou de véhicules de financement.
Mais de manière générale, à un niveau panafricain, il y a énormément d'initiatives qui mettent à disposition des financements. Soit en fait, ce sont des initiatives où en fait, on va directement présenter son projet, son entreprise et demander en fait un accès à des financements. Ça peut être des VC, de l'equity, etc. Donc ça, je pense que ça existe, des fonds d'investissement qui existent au Cameroun. Sinon, c'est à travers des programmes, tous ces programmes qui ont été présentés aussi. Beaucoup de programmes aussi permettent d'accéder au financement à travers de l'accompagnement, à travers des concours, à travers un certain nombre de choses. Après aussi, bon, c'est la dernière roue du carrosse en général parce qu'on en a peur. Il y a aussi les institutions bancaires qui peuvent aussi être accompagnées. On sait, mais par contre, on sait que c'est compliqué. Il faut un certain nombre de requirements, en fait, de préparation pour pouvoir convaincre, en tout cas, les banques en Afrique. Mais je trouve qu'en tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Et même maintenant, il y a des fonds, en fait, qui sont confiés à des banques pour permettre, en fait, de mitiger le risque et d'être des fonds de garantie pour permettre, en fait, l'accès à l'investissement. Donc, moi, ce que je pourrais recommander, c'est vraiment de vous informer par rapport à tout ce genre d'initiatives sur le Cameroun et aussi de vous réseauter. Moi, je n'ai pas cesse de recommander en fait le réseautage. C'est un outil extrêmement puissant en fait de demander à une personne qui sait ou demander à une personne est-ce qu'elle connaît une personne qui sait. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, ne négligez pas en fait cet outil-là et des fois, ça peut vous amener à des endroits que vous n'aurez jamais imaginés. Merci Sénabou pour cette réponse générique mais très complète et précise. Alors, on a une question de Nassira Haddad qui lève la main. Oui. Et ensuite, on a une autre question dans le chat. Nassira? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je voudrais vous remercier pour la thématique abordée et remercier aussi les exposés qui ont été faits, des très bons exposés qui ont été faits. Je voulais juste poser, vous émettre une réflexion sur comment aujourd'hui, après la pandémie et après, même compte tenu de la conjoncture internationale que nous vivons, comment améliorer et donner encore plus de chance aux femmes d'être un véritable levier de progrès social, à la fois dans leur pays, dans leur écosystème direct, mais aussi être un levier capable d'améliorer les relations interpays. En Afrique, vraiment, ça se pose avec acuité dans la mesure où tous les exposés l'ont démontré, toutes les études, toutes les observations le démontrent qu'aujourd'hui, les femmes, à chaque fois qu'on s'y intéresse, à chaque fois qu'un programme d'appui leur est dédié, ça donne d'excellents résultats. Paradoxalement, moi, en tant qu'observatrice, je me rends compte qu'il y a aujourd'hui un recul de ces programmes, que ce soit de la part de la Banque mondiale, que ce soit de la part de la Commission européenne, que ce soit des différentes agences onusiennes qui avaient créé cette dynamique et qui avaient apporté cette aide et cette ingénierie qui a été développée telle que ça a été de manière excellente présentée par Madame Thiam pour Forum Africa. Je trouve que c'est insuffisamment dupliqué, insuffisamment pris en charge dans les différents programmes d'appui qui sont engagés. Je prends le cas de l'Algérie. Le potentiel femmes est formidable parce que c'est elles qui sont les plus instruites. C'est elles qui aujourd'hui sont en demande de pouvoir être d'une contribution active et positive dans la société. Et je pense que c'est valable dans tous les autres pays. Mais en face, on voit qu'il y a un recul dans la formulation de ces projets. Donc ça, c'est une problématique que je pose. Et la deuxième, c'est de pouvoir profiter aujourd'hui de programmes comme Forum Africa, par exemple,
de le dupliquer et de pouvoir l'introduire dans les différents programmes d'appui, de développer cette ingénierie de l'appui aux femmes et de la diffuser. Et surtout aller dans le sens d'avoir une approche chaîne de valeur. Parce que souvent, on a eu des programmes d'appui qui intègrent le genre, mais avec des activités qui sont parcellaires et qui ne permettent pas de capitaliser, d'optimiser le programme au profit des femmes et obtenir des résultats encore plus probants. Donc, juste pour me résumer, comment faire en sorte que ces success stories soient dupliquées de manière plus large via l'Union africaine, par exemple, via les programmes gouvernementaux, comme avec ce que fait la France, le programme du président Macron, de pouvoir donner encore plus de réalité à ces programmes-là en direction des femmes dans nos pays, parce que c'est un véritable vivier et réservoir de progrès dans nos sociétés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nassira. Je crois, Cindy, vous voulez répondre? You want to answer, Cindy? Just, thank you. You only have Thank you very much. I think Nassira is raising a very important. Oui, en effet, un point important a été touché, Nassira, parce que on ne peut pas vraiment résoudre les problèmes sociaux des femmes sur le terrain, parce que elles doivent vraiment avoir la possibilité d'avoir un rôle sur le marché. Nassira, en effet, un protocole d'entente a été signé et un des programmes concerne vraiment le renforcement de capacités. On est en train de travailler avec l'Union africaine, en particulier avec l'Agence en charge du développement, parce que nous voulons donner aux femmes des opportunités sur le terrain, aux femmes sur le terrain. Donc, par exemple, on parle de coopératives et il faudrait formaliser un peu les actions. Et Zaina en a parlé, ma collègue du Nigeria. Mais j'aimerais également dire qu'on ne peut pas travailler de façon morcelée, isolée. On a entendu parler le collègue du Sénégal, parce que les réseaux sont très importants. Dans cette plateforme, il faut se connaître, il faut savoir comment on peut se mettre ensemble, se rassembler pour augmenter l'efficacité des processus et améliorer les résultats. Donc, c'est un peu ce que le président Macron a essayé de faire en Afrique. Le président Macron a été un des meilleurs leaders pour ce qui concerne la réforme des réseaux. Il y a eu des actions de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il faut faire en sorte que tout soit relié. Pendant la pandémie, pendant la COVID, l'Afrique a pu relever la tête malgré toutes les difficultés. L'Afrique et les Africains peuvent encore revivre. Et voilà pourquoi il faut faire en sorte que les programmes européens puissent aussi aider, supporter ce développement. Et la conférence internationale de l'Afrique, de l'Union africaine, a parlé de ce thème. Il faut discuter avec l'Union européenne également. Donc, c'est un thème qui me touche vraiment énormément. Donc, merci beaucoup. We have to come almost to the conclusion now, since we have Oui, on est presque à la fin. On a encore 5 minutes à disposition. Et donc, ce que vous suggère est de donner 1 minute à chaque intervenant pour les mots de la fin, un peu une sorte de conclusion. Et à la fin, on va vous donner encore quelques informations. On va donc commencer avec Zainetou.
Zainetou, 1 minute donc à disposition. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Ce séminaire a été très enrichissant. Je suis tout à fait d'accord avec Cindy. Il faut absolument poursuivre le travail de plaidoyer pour les femmes, pour le développement des femmes. Et cela doit se passer au niveau institutionnel, mais également au niveau du terrain, parce que les voix des femmes de toutes les différentes dimensions doivent être représentées dans cette discussion. Et ensuite, il faut absolument continuer à tracer, à garder la trace du parcours des femmes. Quand on parle de pouvoir, donner du pouvoir aux femmes, il faut continuer à étudier, observer ce que les femmes sont en train de faire parce que on va se rendre compte que les femmes ont toujours été très visibles, très présentes. Et il faut donner la parole aux femmes pour savoir ce qu'elles souhaitent. Merci beaucoup. Jean-Claude, quelques remarques de conclusion en 1 minute. Merci beaucoup de me donner cette occasion. Je ne prendrai même pas 1 minute. Je pense qu'on ne peut pas parler de mettre la femme au centre du développement sans aborder un problème qui est ce que nous appelons souvent le non-paid care work, les travaux ménagers qui prennent trop de temps aux femmes et qui les empêchent de faire le travail pour pouvoir générer des revenus. C'est aussi une question que nous devons nous tous nous y intéresser, mais aussi la question de nature est très importante pour voir comment les conflits entre États impactent beaucoup sur les économies. Un petit conflit entre les États, la première action, c'est de fermer les frontières et les gens qui souffrent sont ceux qui font du business, en premier lieu les femmes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Donc, dernière, peut-être un mot également de Saïdanou. Merci beaucoup. Pareillement, je vais. Il n'y a pas de problème. Je vais être assez brève, mais je pense qu'en fait, la question de la place des femmes dans notre continent, en Afrique, et peut-être partout dans le monde, n'est plus à démontrer. C'est une place, on va dire, évidente. C'est une place qu'on doit prendre, mais c'est une place qu'on doit, en fait, reshape, en fait, et qu'elle évolue aussi avec notre monde qui évolue, qui devient un village planétaire. Aujourd'hui, le monde est un petit village et il faut que les femmes, en fait, la place des femmes aujourd'hui correspondent à ce petit village à tous les sens du terme, aussi bien du point de vue économique, du point de vue sociétal, du point de vue religieux, etc. Donc, je pense que toutes nos actions conjointes vont mener à cet objectif commun parce que souvent, j'ai la réflexion il y a trop d'initiatives, mais Nassira disait qu'il n'y en avait pas assez parce qu'effectivement, chacun de notre côté, nous touchons des profils de femmes bien spécifiques. Et c'est cette idée, en fait, d'un ensemble en fait de bouts de bois qui sont jetés dans un océan qui permettent de créer un radeau. C'est ça l'idée en fait de toutes ces initiatives, que chaque initiative puisse faire quelque chose d'impactant de son côté et qu'au finish, nous œuvrons tous pour le même objectif et je suis convaincue que nous allons y arriver. Déjà, il y a de très belles choses que nous voyons et voilà. Donc, j'ai été très heureuse de faire la connaissance de toutes ces autres initiatives que je ne connaissais pas et j'espère que c'est le début de collaboration aussi. Merci. Merci beaucoup, Seynabou, et salutations aux champions d'Afrique. En conclusion, comme on l'avait dit en commençant, on va vous reproposer de voter sur la même question que nous vous avions soumise au lancement de ce séminaire. Alors, est-ce que
ça vous a fait évoluer dans la perception du rôle de la femme aujourd'hui dans l'économie africaine. Si vous pouvez répondre rapidement. Pendant que vous répondez, je vais vous faire part d'une réflexion personnelle. J'ai animé un séminaire sur la création de start-up au Liban il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et une constatation très intéressante était que si on comparait en Europe, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui étaient start-upers, qui créaient leur entreprise, alors qu'au Liban et apparemment également dans d'autres pays du Maghreb, la proportion était inversée. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors, deux des explications, c'était que les femmes étaient moins incitées en Europe à cause du welfare state, parce qu'il y avait les avantages sociaux pour les jeunes mères, etc. Et donc, elles étaient moins incitées. Et du côté du Moyen-Orient, l'explication était que quand on crée une entreprise, il y a toujours un risque important d'échec et que les femmes avaient moins peur de l'échec que les hommes. Alors, je vous livre cette réflexion, peut-être pour un prochain débat. Et donc, on passe peut-être au résultat du vote. Sarah? Alors, si vous avez encore une minute pendant que vous votez, juste petite annonce pour les webinaires à venir, hein, comme vous le voyez. Alors, nous avons prochain webinaire 19 avril, c'est un webinaire du programme The Next Society, donc programme d'Anima sur le e-commerce. Nous avons notre dernier séminaire sur les marchés export du programme REA Bridge sur le Nigeria qui sera au mois de mai. Nous avons également donc au mois de mai un nouveau séminaire de Next Society sur les health tech. Et enfin, le 12 mai 2022, donc 12 mai, séminaire de Meet Africa sur la mobilisation des diasporas. Et 16 juin 2022, notre prochain séminaire du programme REA Bridge sur le support à l'économie sociale et solidaire. Voilà, on passe au résultat du vote. Oui, alors clairement, ça s'est inversé depuis le début du webinaire, puisqu'on a commencé avec 32% de personnes qui pensaient que les femmes étaient présentes, mais qu'il y a encore des améliorations à faire, et 60% qui pensaient que non, elles n'étaient pas présentes dans les projets de développement et qu'elles devraient être plus présentes. Et là, on a clairement l'inverse. Donc 67% qui pensent qu'elles sont présentes et qu'il y a des améliorations à faire, et 29% qui pensent qu'elles ne sont pas présentes et elles devraient l'être plus. Voilà. Très bien. Écoutez, il faut vraiment féliciter nos intervenants et intervenantes, puisque apparemment vous avez été très convaincants pour démontrer toutes ces initiatives qui sont prises et le rôle très important que jouent déjà et que doivent jouer encore plus les femmes dans la société en général et dans le développement économique et la création d'entreprises en particulier. Un grand merci. Comme on l'a dit, ce débat ne s'arrête pas là, il continue. Anima va jouer son rôle. Il y avait une question sur la proposition d'une plateforme pour continuer les échanges d'expériences au niveau d'Anima. On a déjà la plateforme REA, bien sûr, pour continuer à échanger nos expériences. Donc, n'hésitez pas à continuer à échanger. On est en tout cas à votre disposition pour continuer le débat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. Et donc, à très bientôt.